Yohan Lopez, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être le premier invité à ce podcast Story of Stories. Avec plaisir. Podcast de la rédaction de Story Jungle. Et l'idée, c'est de s'intéresser en fait à l'histoire derrière un succès éditorial. Alors, le succès éditorial dont on va parler aujourd'hui, c'est ton média, le média que tu as lancé, c'est Snowball, snowball.xyz, une newsletter payante dédiée en fait à la finance personnelle. C'est ça. Alors, tu connais sans doute cette phrase de Bill Gates, enfin qu'on attribue à Bill Gates, mais c'est peut-être pas de lui, selon laquelle en fait on surestime ce qu'on peut faire en un an, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en 10 ans. Est-ce que c'est pas ce qu'on appelle l'effet snowball ? Ouais, oui, je pense que ce que veut dire Bill Gates, c'est que notre cerveau humain, il est quand même très bon à surestimer ce qu'on peut faire dans les prochains mois. Et en effet, on a toujours tendance à se donner des objectifs qui sont un peu irréalisables. Et on se dit, je vais perdre 10 kilos en un an, etc. Alors que ce que veut dire, je pense en tout cas pour moi, ce que veut dire cette citation, entre guillemets, c'est plus... avec un côté avoir énormément de récurrence chaque année, je sais pas moi, se donner des petits objectifs, etc. En fait, au bout de 10 ans, ça fera quelque chose que tu n'aurais jamais pu imaginer au premier jour, quoi, en fait. C'est la récurrence, la régularité ouais, qui va permettre d'atteindre des objectifs, y compris en finance personnelle. Ouais, c'est ça. Oui, exactement comme tous les domaines. Hein, quand tu fais 10 minutes de guitare par jour... J'allais te parler de la guitare. Ceux qui me suivent sur LinkedIn savent que je parle beaucoup de guitare. Voilà, il suffit de quelques minutes, entre guillemets, peut-être une demi-heure par jour pendant 5 ans, je pense que tu commences à avoir un petit niveau. Et oui, et la finance, c'est pareil, c'est de se dire, en fait, je vais investir régulièrement sur de longues années, et donc au bout d'un moment, on a ce fameux effet boule de neige, les intérêts composés qui font que les petits 50 € par mois ou 100 € par mois, pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça fait plusieurs dizaines, centaines de milliers d'euros. Oui. Alors, on voulait vraiment commencer par ton projet, Snowball. Donc, je l'ai dit, une newsletter payante dédiée en fait à la finance personnelle. Payante et gratuite. Payante et gratuite. C'est un projet très original. On pourrait même dire exotique dans le paysage français, peut-être pas dans le paysage américain d'ailleurs. Tu me diras, il y a peut-être des sources d'inspiration américaines. Ouais. Alors d'abord, un succès, pourquoi ? Parce que c'est une newsletter qui, en fait, en l'espace de 2 ans, s'est hissée dans le top 15 des newsletters finance sur la plateforme Substack, donc la grande plateforme des newsletters payantes. Le grand leader. Hein. Ouais. Aujourd'hui, si mes chiffres sont bons, tu me confirmeras, tu as 30 000 abonnés, donc 4 000 payants. Ouais, aujourd'hui, ça doit être 33 000 et à peu près un peu plus de 4 000 maintenant, je pense, en paire. Ouais. Donc ça, c'est effectivement, on sait comment c'est dur d'avoir des abonnés payants. Et puis, ce qui nous intéresse aussi, c'est effectivement le côté, je l'ai dit tout à l'heure, original en tout cas du média, parce que c'est à la fois effectivement une newsletter payante, c'est un fil de news payant sur WhatsApp, ouais. C'est une communauté sur Discord, c'est même un livre. Depuis peu. Ouais. Donc c'est vraiment un écosystème. Alors moi, ce que je te propose, c'est qu'on va parler peut-être de l'idée, comment tu as eu l'idée, ensuite l'exécution, comment tu l'as mise en œuvre, et puis on parlera des chiffres du succès. Ouais. Parfait. Et puis je te poserai quelques questions sur ta routine, ta routine éditoriale. Ok, voilà. Ça me va. Alors, d'abord l'idée. Alors, effectivement, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est quand on regarde ton profil, tu as commencé par travailler chez WeSing dans l'équipe marketing de WeSing, donc une start-up dédiée aux objets collectés. Voilà. Ouais, et puis ensuite, tu as été chez Comet, donc un écosystème de freelance, voilà, une société dont tu as été CMO tu es resté 4 ans là-bas, tu as été CMO là-bas. Mais tout ça te prédestinait pas à lancer un média. D'où t'es venue cette idée ? Bonne question. Alors déjà, oui, moi, je suis quand même passionné d'économie, de finance depuis la fac, parce que j'ai fait des facs d'éco, et donc licence, master, etc. Donc j'ai toujours eu un peu cette passion pour l'investissement, l'entrepreneuriat et tout, qui a toujours été un peu en tâche de fond. Et donc, en fait, c'était toujours là. Donc, j'étais toujours un peu le bon pote à qui on demande des conseils régulièrement, comment tu ouvres une assurance vie, etc. Et à côté, j'adorais aussi
écrire, quoi. J'ai toujours écrit un peu des petits articles comme ça, à droite à gauche. Même au boulot, j'aimais bien plutôt communiquer par écrit, faire des réunions plutôt en asynchrone. Donc j'avais toujours un peu ce côté-là d'aimer partager l'information par écrit. Et donc, du coup, je me suis dit à un moment, pas mal de personnes me posent des questions régulièrement sur cet univers des finances perso. Donc, pourquoi pas en fait, lancer une newsletter. À ce moment-là, c'était un peu le tout début de Substack, donc la plateforme que j'utilise pour écrire la newsletter. Et donc je me suis dit, en fait, c'est peut-être le bon moment, pourquoi pas tester, c'est gratuit, donc voir quoi. Ça vient un peu la détection d'une opportunité marketing, avec ton œil de marketeur. Tu as vu effectivement la montée de Substack, notamment aux États-Unis. Tu t'es dit, il y a peut-être un coup à jouer. Est-ce que c'est... Ouais, il y a plusieurs choses. En fait, le vrai démarrage, ça a été... donc chaque année, je m'amuse à publier un petit report, en gros, où je partage un peu tous les trucs que j'ai fait dans l'année, donc en mode un peu data. Combien de pages j'ai fait, combien de bières j'ai bu, enfin plein de trucs un peu exotiques et marrants. Et en 2019, pour la première fois, j'avais partagé l'état de mes finances personnelles, dans quoi j'ai investi, vraiment en détail, tout ça. Et donc là, il y a pas mal de personnes qui m'ont posé des questions, alors des gens que je connaissais, mais aussi des gens que je connaissais pas, parce que c'était un article public. Et donc le fait que j'ai des gens que je ne connais pas particulièrement me posent des questions, en fait, je me suis dit, il y a potentiellement un marché en France sur partager des infos très concrètes sur cet univers des finances, en fait, qui est un peu poussiéreux aujourd'hui. Donc, et partager, vraiment communiquer sur cet univers un peu des finances qui est assez poussiéreux, qui est un peu diabolisé aussi parfois. Donc, c'était le rendre tout un peu plus fun et cool, quoi. Mais justement, tu trouvais que il n'y avait pas l'offre éditoriale que tu recherchais. Tu t'es dit un coup à jouer aussi sur le plan éditorial. Ouais, en fait, oui, moi j'ai beaucoup lu la presse, les blogs anglo-saxons de cet univers des finances perso, mais en France, il y a beaucoup de contenu, mais c'est plutôt du blog, mais un peu. Alors, le contenu est très bon, mais un peu à l'ancienne, tu vois, où en gros tu vas sur le site pour consommer le contenu. Il n'y avait pas cette notion de communauté, enfin de lien avec une communauté qui est créée grâce à l'email. Et donc en effet, je me suis dit, il y a potentiellement un truc à tester avec ce format newsletter qui en France n'est pas encore très développé. Enfin, je veux dire, on connaît tous les newsletters, My Little Paris, etc., qui étaient plus commercial, on va dire, un peu éditorialisé, mais pas dans ce mode très long, un peu comme moi je fais. Donc je me dis, il y a un truc à tester, quoi. Et comment tu as bossé l'idée ? Alors l'idée c'était simple en fait. Ce que j'ai fait, j'ai fait avant de toute chose, j'ai fait un petit post LinkedIn en disant je vais lancer une newsletter sur les finances perso. J'ai teasé un peu les sujets en parlant d'investissements un peu exotiques que j'avais fait pour attirer un peu l'attention. Et donc je me suis dit, ce post LinkedIn là, ça va être un peu ma waiting list avant le lancement pour voir s'il y a de l'intérêt. Et donc j'ai fait ce post et qui a bien marché parce qu'à l'époque, je sais plus, ça avait fait genre 1000 likes, un peu plus de 1000 commentaires. Donc ça a bien marché. Ça a bien marché, ouais. Donc en gros, je disais laissez un petit commentaire et je vous enverrai la newsletter, quoi. Donc ça a bien fonctionné et c'est là je me suis dit en fait il y a de l'intérêt, donc on va se lancer, quoi. Donc on y va. Ok. Et tu as je dirais le lancement, tu l'as fait tout seul, ou tu as travaillé en équipe, comment Non, j'ai fait vraiment tout seul parce que en gros jusqu'à il y a 2 semaines, j'étais à 100% tout seul sur tous les sujets. Donc pendant 2 ans et demi, enfin si j'avais juste une amie qui faisait la relecture pour les fautes d'orthographe et tout ça, quoi. Donc c'était un long chemin seul, ouais. Alors, Yoann, on va parler de l'exécution. Alors, donc aujourd'hui, Snowball, c'est donc tout un écosystème en fait de services éditoriaux et pédagogiques, informatiques. Mais j'ai lu dans le Qui sommes-nous que tu dis je ne suis ni un gourou financier ni un expert qui va chercher à vous vendre des produits financiers ou bien des formations bidons. Ouais. Donc ma question c'est quelle est la promesse éditoriale, quel est le contrat de lecture en fait que tu passes avec tes lecteurs? En gros, moi, mon objectif, c'est plus de donner un peu les bonnes clés de lecture et de vraiment faire en sorte que les gens soient au courant de tout ce qui existe aujourd'hui dans cet univers large et passionnant de la finance, de l'investissement, tout ça. Donc, c'est vraiment de leur partager
c'est pour ça que je peux parler de crypto, tout comme je peux parler d'art ou d'immobilier. Et là, en gros, c'est d'essayer de leur présenter tout ce qui est possible et que chacun se dise en fait, ah oui, ok, ça me correspond un peu plus, ce type d'investissement, ou alors celui-là. Et donc, en gros, c'est voilà, de pas être maximaliste, comme on peut dire dans l'univers de la crypto. On parle souvent des crypto-maximalistes. En gros, ils pensent que c'est le seul type d'investissement qui est bien. Alors que moi, je pense que chacun, on a des thèses un peu différentes, ou on a été élevé différemment, donc on peut être attiré par différentes choses. Donc c'est plus ça mon rôle, c'est de montrer, ok, voilà ce qui existe, et ensuite, libre à vous de faire votre propre choix. Donc c'est à peu près ça, ouais. Et quelle est ta cible? À qui tu t'adresses? Est-ce que tu as maintenant un profil type? Ouais, bah, en gros, aujourd'hui, c'est plutôt des 25-35 ans. L'âge moyen, je pense, c'est autour de 30 ans, ça doit être 31. Et malheureusement, essentiellement des hommes. Il y a toujours ce problème dans l'univers de la finance. C'est quand même très représenté par les mecs. Et ça aussi, tu vois, c'est un objectif de Snowball, d'essayer de, justement, en utilisant un ton un peu différent, d'essayer d'aller toucher une cible qui, d'habitude, se sent un peu exclue, parce que c'est souvent un peu le boys club, et avec un ton souvent plus agressif. Tu vois, quand tu regardes des vidéos de finance aux US, c'est souvent voilà, des mecs qui vont être avec un langage presque que tu pourrais utiliser dans un bar en regardant un match de foot, quoi. Donc tu vois, c'est un univers très masculin. Et donc voilà, c'était aussi mon objectif, c'est de se dire, ok, comment je peux tendre vers un 50-50, parce qu'aujourd'hui on doit être plutôt sur du 80-20. Ah oui. Donc c'est pas encore ça. Et t'as trouvé la recette? Bah non, pas encore. C'est pas évident. En vrai, aujourd'hui dans la finance, on voit émerger beaucoup de médias dédiés, médias féministes dans l'univers de la finance. Et donc ça, c'est un moyen, je trouve, de vraiment de créer une sorte de safe place pour les femmes, qu'elles se rendent compte qu'en fait, bah voilà, ça peut faire peur d'arriver dans une communauté où il y a 90% de mecs, ça je peux le comprendre. Mais mon but, c'est quand même d'essayer de dire, ok, comment on peut rassembler un peu tous ces gens-là dans un même endroit qui partagent un peu des valeurs similaires. Et peu importe si on est un homme, une femme, un retraité, un petit jeune de 18 ans. Donc c'est essayer de rassembler des gens autour de ces valeurs. Et bon, c'est pas évident, je pense que ça va prendre du temps, mais c'est un peu comme ça que j'essaye de tendre vers une parité. Tu vas jusqu'à éventuellement modifier un peu ton offre éditoriale pour essayer d'élargir en fait tes cibles? Bah déjà, j'essaye de... alors, tu vois, dès qu'il y a du jargon, je vais essayer soit de ne pas en utiliser du tout, parce que c'est ça aussi, quand tu vas lire des blogs un peu classiques de l'univers de la finance, bah, souvent tu comprends rien si tu n'es pas un initié, justement. Et donc voilà, mon but c'est d'avoir un ton un peu plus amical, de créer une proximité, un sentiment de confiance. C'est pour ça que j'ai beaucoup de transparence, tu vois, je partage toujours mes chiffres, je partage un peu moi ce que je fais moi personnellement, ce côté essayer de créer un lien avec la communauté. Donc c'est un peu ces choix-là qui sont pas forcément des choix dans le... Enfin si, c'est un peu des choix éditoriaux, mais il y a un mix de branding, de ton, de communauté, de marketing. Enfin voilà, c'est un tout. Donc c'est pas évident à dire exactement ce qui fait que ça peut parler à un plus grand nombre, mais c'est un peu tout ça, quoi. Alors, on va s'arrêter sur l'offre éditoriale. Donc, bien sûr, il y a la newsletter hebdo, donc le Snow Report, ouais. Avec différentes rubriques, on pourra y revenir. Le Daily Snow, qui est en fait donc, une offre de news sur WhatsApp, qu'on peut lire en 1 minute 30. C'est des news que tu sélectionnes en fait toi-même et qui te disent c'est intéressant de pousser ça à ma communauté. Ouais. Une newsletter pour comprendre en fait les bases de l'économie. Attaché en fait à une démarche pédagogique. Tu as l'app Snowball, on peut voir tes différents investissements. Ouais. Et bien sûr l'accès à la communauté sur Discord, bon, pour les abonnés premium. Ouais. Et enfin donc tout récemment un livre. Bon, alors déjà la première question c'est vous êtes un pour faire ça? Ouais, bah oui, on est un. Jusqu'à 2 semaines. Ouais, jusqu'à maintenant c'était moi qui faisais un peu tout ça parce que du coup j'aime bien écrire, donc je pense que j'ai une facilité, tu vois, à sortir un peu du contenu assez facilement, donc ce qui me permettait de gérer un peu tous ces différents formats, mais bon là j'ai atteint la limite où en gros
me dédier à l'écriture du contenu, ça voulait dire ne pas faire d'autres choses pour le futur de Snowball, quoi. Donc là, je commence à déléguer, tu vois, une partie. Là, ça a commencé cette semaine, là, lundi. J'ai délégué la partie le Daily Snow. Donc en gros, c'est toujours moi qui fais la sélection des news, mais c'est plus moi qui écris la synthèse. Donc ça me libère un peu mes matinées. Donc voilà, petit à petit, j'essaye de déléguer des choses parce que le but, en fait, au bout d'un moment, c'est que Snowball ne soit plus égal à Johan, mais Snowball soit égal à Johan et d'autres rédacteurs, etc. Alors justement, on va y revenir parce que ça, c'est une vraie question qui nous intéresse beaucoup. Mais avant, je viens de citer tous ces canaux. Ouais. D'abord, comment tu choisis tes canaux? Une autre question qui est un peu plus en relation avec l'idée, c'est est-ce que tu as un modèle? Est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent, peut-être sur le marché américain, qui développent ce type d'approche? Comment tu choisis tes canaux? Le mail, c'était déjà assez rapidement. J'aime bien le canal du mail parce que c'est un peu comme un numéro de téléphone. En fait, tu tombes dans un lieu un peu intime de la personne et t'es pas juste sur TikTok parmi plein d'autres créateurs ou d'autres influenceurs. T'es vraiment dans la boîte perso ou pro de la personne. Donc il y a ce côté lien assez fort, même si aujourd'hui nos inbox elles sont un peu polluées par plein de choses, mais ça reste quand même un endroit, un lieu intime. Donc c'était un peu pour ça. Et j'aimais bien le côté aussi push de l'email. Donc en gros c'est le créateur, l'entreprise qui décide quand est-ce qu'elle va pousser la news plutôt que ce soit l'algorithme qui te pousse le contenu quand il veut, quoi. Si tu es sur Facebook, Insta, etc. Donc c'était ça que j'aimais bien. Et le côté aussi tu vois, j'aurais pu partir sur que de la vidéo par exemple au début ou que de l'audio. Et donc la volonté de faire de l'écrit, c'était plus pour moi c'est vraiment un moyen simple de scanner rapidement de l'information, parce que les gens, tu vois, quand tu vas regarder une vidéo, c'est compliqué de faire des allers-retours, de passer en x2, etc. Donc c'est pas pareil, alors que là, tu reçois une newsletter, tu peux lire les gros titres, et ok, ça m'intéresse, ça non, etc. Donc il y avait tout ça qui a fait que, en fait, je me dis, la newsletter, c'est parfait. Et ensuite, sur le WhatsApp, WhatsApp, c'était plus je sais pas, je trouvais ça cool de dire, en fait, de partager de l'info sur une autre inbox qui est encore plus intime, parce qu'en général, le WhatsApp, c'est la famille, les amis, etc. Et beaucoup moins, c'est moins pollué par d'autres créateurs de contenu ou des pubs autres. Donc là, c'était en fait se dire, ok, on peut partager un format beaucoup plus light de contenu dans un endroit encore plus intime, où le taux d'ouverture, je pense qu'il approche des 100% en fait. Alors j'allais te poser la question, ça marche Ouais. Quel est ton retour? Parce que ça, pour le coup, il y a eu des expérimentations dans certains médias. Je pense par exemple au Monde qui a fait une expérimentation sur le Monde Afrique, a lancé un WhatsApp il y a un certain temps, parce que c'est sur les marchés sur lesquels ils souhaitent être distribués, c'est un médium qui marche très très bien. Ouais. Donc on l'avait couvert avec Story Jungle, mais est-ce que quels sont tes retours à toi? Les retours, les gens, ils adorent en fait ce format. J'ai que vraiment, alors, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais j'ai eu énormément de bons retours. J'étais assez surpris au début en plus, parce que quand j'ai lancé ça, je savais pas trop ce que ça allait donner. Et donc ouais, c'est un format que les gens ont hâte de le recevoir. Ils trouvent que, je pense que le format qui ne ressemble pas trop à un mail, mais qui ressemble presque à un message que tu pourrais recevoir d'un pote, ça crée une émotion qui est vraiment différente du mail. Donc ouais, c'est un vrai. C'est quotidien. C'est quotidien, ouais. Donc, tous les jours, à peu près à la même heure, tu reçois ça dans ta boîte WhatsApp, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent ou qui nous regardent et qui se posent la question du Discord. Ouais. Est-ce que toi, tu penses avoir retrouvé la recette pour faire prendre la communauté? Parce que c'est une bonne idée sur le papier. Ouais. Et puis après, quand on la met en œuvre, quelquefois, c'est une moins bonne idée. Jusqu'à présent, ça fait combien de temps que je l'ai lancé? Ça doit faire, je pense, quelques mois maintenant. Donc jusqu'à présent, je dirais que ça se passe plutôt bien. Alors qu'est-ce que tu fais? Comment ça se passe justement? Je fais rien. Non, en vrai, moi, personnellement, je fais rien. Elle s'auto-anime relativement bien. T'interviens jamais? Si je réponds à des messages, tu vois, il y a des gens qui posent des questions, du coup je vais répondre de temps en temps. Si j'ai la réponse, si j'ai pas la réponse, je laisse d'autres répondre. Mais tu lances pas, non. tu lances pas de sujet, parce qu'effectivement... Non, je lance jamais de sujet. J'ai pas encore organisé d'événements dessus, parce que sur Discord tu peux organiser des lives, tu sais, un peu bien sur sûr, LinkedIn.
Et donc j'ai pas encore fait ça, mais j'aimerais bien le faire, tu vois, de dire ok, d'avoir des micro-lives, je sais pas moi, avec d'autres personnes influentes de l'univers de la finance. Il y a des live audio aussi, même. Tu peux faire des live audio, etc. Ouais, comme sur Clubhouse, exactement. Je l'ai oublié tellement. C'était le bon temps. Ouais. Donc non, mais jusqu'à présent ça marche bien. C'est pas le bordel parce que moi ma peur c'était que ce soit un peu, tu vois, trop de bruit en fait. Ouais. Et puis est-ce que certains prennent, je dirais, enfin plus de place que d'autres. Enfin, tu vois, est-ce que t'as pas de troll, t'as pas de... Non, j'ai jamais eu de troll. J'ai toujours eu des trolls gentils, on va dire, mais vraiment à chaque fois de très bons enfants. Donc j'ai jamais eu de problème. Même il y a des gens qui se mettent parfois à automodérer, tu vois, genre ils disent ah non, c'est pas le bon channel, tu devrais le mettre sur l'autre. Donc ça s'est fait naturellement sans que je fasse quoi que ce soit. Alors posons la question autrement. Comment t'expliques que ça se passe comme ça? Comment t'expliques que tu as une communauté en fait qui est vivante sur le Discord? Parce que voilà, le principal problème, c'est que beaucoup lancent en fait des communautés puis il se passe rien. Voilà, ouais. Il se passe rien. Ouais, il faut dire qu'il y a des channels qui sont beaucoup plus actifs que d'autres. Tu vois, là, il y a une channel crypto, bon bref, peu importe, qui est très active tous les jours, ils se parlent et tout, c'est vraiment leur lieu de rencontre. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus ponctuels, donc c'est un peu... c'est pas forcément le même rythme partout, mais bon, tous les jours, il doit y avoir des dizaines de messages, donc ça tourne bien, et il doit y avoir 2000 personnes. 2000 personnes, et je pense, pour répondre à ta question, ce qui a fonctionné... Je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, c'est que c'est réservé aux abonnés payants. Donc, c'est des gens qui sont quand même un peu engagés, qui ont donné de leur argent pour accéder à l'offre complète, mais y compris ce Discord. Donc, c'est pas ouvert. Voilà, les vannes ne sont pas ouvertes au public. Donc, déjà, ça filtre un peu. Et en plus de ça, je pense que la communauté est souvent un peu le reflet de la personne qui l'a créée. Et donc, vu que moi, les gens voient que dans mon discours, je suis souvent très... voilà, tu vois, je suis jamais dans des extrêmes. Quand je vais présenter quelque chose, je veux dire, mais aussi, il y a l'autre extrême qui existe. Donc voilà, toujours très modéré. Et donc, je pense que ça, naturellement, ça a fait que la communauté, elle est aussi elle-même modérée, quoi. Donc, je pense qu'il y a ce côté-là, quand tu transmets des valeurs à une communauté, forcément, elle les intègre un peu de façon inconsciente. Parce qu'en plus, la plupart, c'est des gens qui me suivent de... Alors certains, ils sont arrivés il n'y a pas longtemps, mais parmi ces 2000 qui sont dans le Discord, je pense qu'il y en a qui me suivent depuis plus d'1 an, ou même parfois plus de 2 ans, quoi. Donc, qui comprennent un peu c'est quoi faire partie de la communauté Snowball, sans que j'écrive les 10 règles, les 10 commandements de Snowball. Mais ça, je pense que c'est quelque chose ça va être une problématique plus tard, si je grossis plus vite. En fait, oui, il faudra mettre en place de la modération et tout, mais j'ai pas le problème aujourd'hui. Donc. Et du coup, ça me fait me poser la question que j'avais dit que que je poserais plus tard. Et donc maintenant, je la pose. C'est le ton. En fait, tu as un ton très original, évidemment. Alors, c'est un ton qui est même quasiment un peu oral, quelquefois décalé. Tu joues beaucoup, effectivement, sur... tu fais rentrer des personnes. Enfin, effectivement, c'est pas du tout un ton institutionnel. Ouais. Quelle place... alors, deux questions. Quelle place ça joue, finalement, dans le succès, selon toi, de l'entreprise, enfin, de l'entreprise média, je veux dire. Et puis, effectivement, avec cette nécessité de grossir et d'avoir une équipe, effectivement, qui grossit, tu vas être un peu confronté à la question de comment tu fais pour conserver ton ton. Ce qui n'est pas impossible. Hein, ce genre de Sopress qui ont fait ça très bien. Hein. Ouais, non, c'est sûr. Ouais. Non, je pense que si tu veux, moi, dans ma vision, déjà, on va partir du ton pour répondre à ta question. Je pense que oui, forcément, ça a créé un décalage par rapport à ce qui se faisait déjà ailleurs. Et d'ailleurs, tu vois que depuis 2 ans, on voit de plus en plus de newsletters avec alors sur la finance ou autre, mais justement avec des tons beaucoup plus légers et détendus. Ouais. Donc, je pense que le fait d'être décalé, ça attire aussi. Tu n'es pas une parmi tant d'autres, tu es Snowball. Voilà. Parce que oui, le problème du contenu, c'est c'est une commodité en fait. Moi, j'invente pas du contenu. Enfin, tu vois, quand je parle de crypto, etc. Ce que je peux dire, donc je peux partager mon avis, etc. Mais le fond, c'est quelque chose que tu pourrais trouver aussi ailleurs en fait. Donc, en gros, tu te décales par rapport à ce qui peut se faire. Donc, je pense que le ton a joué un peu dans ce côté branding en fait.
de se dire, ok, Snowball, c'est une newsletter un peu différente et du coup un peu plus cool. Et ensuite, sur comment tu conserves le ton. Exactement. Je pense que moi, ma vision, c'est ok d'avoir des valeurs communes parce que en fait, j'ai pas envie de créer un média, tu vois, un nouveau Bloomberg ou un nouveau Les Échos ou autre. J'aime beaucoup ce modèle de un sujet, une newsletter. Donc en gros, un peu comme le Axios aux États-Unis. J'allais t'en parler. Donc voilà, eux, ils ont pris ce modèle. C'est un média centré autour de la newsletter. En fait, c'est ça leur moyen, c'est ça leur canal de communication. Et donc, une newsletter est incarnée par un journaliste qui a souvent une présence assez forte et qui a souvent un ton qui peut être un peu différent d'une à l'autre. Donc, j'aimerais bien demain me dire qu'en fait, on partage tous un peu les mêmes valeurs et avoir toujours un ton léger, mais chacun aura sa propre façon de parler, de communiquer. Donc, pour moi, je le vois plus comme ça, donc plus comme une multitude de personnalités derrière plusieurs newsletters, plutôt que sur un truc très homogène partout. Quitte à incarner, tu veux dire? Avoir plusieurs incarnations sur ta newsletter? Ouais, bah en gros, si je veux, moi aujourd'hui, j'ai ma newsletter gratuite, la payante, mais en fait, demain, j'aimerais bien te dire, en fait, je vais recruter Marie, qui est passionnée d'immobilier, qui, elle, va écrire une newsletter dédiée à l'immobilier. Et donc, demain, tu t'abonnes à Snowball, tu pourras dire, ok, l'immobilier, ça m'intéresse, je m'inscris à cette newsletter-là. Donc, avec l'idée que Marie écrive avec un ton aussi un petit peu décalé, son ton à elle, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais pas un ton institutionnel. Non, exactement, ouais, c'est ça. C'est de se dire, ok, ça reste une personne. Il faut une patte. Voilà. Ouais, c'est ça. Enfin, il faudra se dire, ok, c'est quoi, toi, ta façon d'être, quoi. Je pense qu'après, évidemment, tu peux homogénéiser certaines choses, tu vois, par exemple, un truc basique, mais ce serait on dit pas tu vois, aux lecteurs, on les vous voit, on s'adresse à une communauté et pas à une personne en particulier. Donc ouais, il y a quelques règles à avoir. On n'est pas youtubeur. Voilà, c'est ça, ouais. Donc ouais, je pense qu'il y aura quelques règles, mais j'aimerais bien garder une liberté. Et parce que en fait, j'ai envie que les gens qui aiment ou qui suivent une newsletter qui fera partie du bundle Snowball, mais en fait se disent, ok, je suis attaché par cette newsletter parce que il y a aussi un être humain derrière. Donc je suis attaché à Snowball, la marque, pour ce qu'elle a construit, mais je suis aussi attaché à l'humain qui participe à la création de ce tout, quoi. Et on l'évoquait tout à l'heure, Axios qui vient de sortir justement un livre sur justement le style Axios. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Axios c'est effectivement une newsletter faite par des journalistes qui ont une vraie expertise sur leur sujet, avec quelquefois 30 ans d'expérience, mais dont l'idée c'est d'écrire pour un public qui n'a pas le temps, et donc il y a une écriture en bullet point. T'en penses quoi? C'est un carton. Il vient d'être vendu, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais 500 et quelques millions. Ouais, c'est ça, 500 millions, c'est colossal. Ouais, en 5 ans, parce que c'est 2017 le lancement, donc c'est énorme. Mais non, mais pour moi, j'ai toujours été partagé, tu vois, entre le contenu snacking, etc., et le contenu longue forme, très long. Moi, je préfère souvent le plus long. Et tu sais qu'ils font du long forme en bullet point. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, c'est ça que j'aime bien. Eux, ils sont un peu entre les deux. Ouais. Et du coup, je trouve ça intéressant de dire, ok, comment tu aides les gens qui n'ont pas le temps ou qui reçoivent beaucoup d'infos à scanner rapidement une newsletter et donc à consommer du contenu plus rapidement et donc gagner du temps. Et donc je trouve leur format vachement intéressant, mais l'ayant testé, un peu fatigant. Enfin, je suis abonné à plusieurs newsletters Axios et souvent je trouve le côté un peu monotone en fait, vu que c'est tout le temps des bullet points et donc il y a un côté où je sais pas, je trouve qu'il pourrait peut-être alterner. Bon, bref, j'ai pas encore creusé le sujet, mais en tout cas, j'aime bien l'idée. Alors, il y a un sujet dont on n'a pas encore parlé. C'est justement comment ton engagement vis-à-vis de la communauté. Alors, il y a deux choses qui sont quand même originales dans ton approche, qui sont d'ailleurs un peu dans ton business model. C'est que tu proposes un cashback de 20%. C'est-à-dire, l'idée, c'est de redistribuer à tes abonnés premium 20% des bénéfices de Snowball. Ouais, c'est ça. Et tu as lancé récemment le Build-in Public pour financer en fait un side project d'une personne de ta communauté à intervalle de temps régulier à hauteur de 3 000 €. Ouais. Donc ça, c'est quand même une démarche assez originale. Quelle est l'idée derrière? Est-ce que c'est pas aussi un super outil de recrutement? J'ai pas pensé. Est-ce qu'il n'y a pas une petite démarche marketing bien efficace? Non, en fait, ma vraie idée, si tu veux, le cheminement,
pendant longtemps, je voulais pas faire de sponsor dans la newsletter gratuite. Et donc, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, ok, je commence à avoir une grosse communauté. Je pense que j'y ai réfléchi plus sérieusement autour des 25 000 abonnés. Et en fait, je me suis dit, j'aimerais bien sponsoriser, mais j'aimerais bien que ce sponsoring puisse aussi bénéficier à la communauté. Donc, que ça augmente les revenus de Snowball, mais que je puisse faire un truc cool, entre guillemets, avec l'argent en supplémentaire que ça va me rapporter. Alors, j'aurais pu l'inclure dans les 20% de cashback, mais du coup, ça n'aurait profité que aux abonnés payants. Donc, c'est un peu malhonnête pour ceux qui sont gratuits et qui se tapent les pubs. Et, enfin, les pubs sont bien, hein, c'est que des bons partenaires. Mais du coup, en fait, je me suis dit, en fait, comment je peux redistribuer une petite partie de ce revenu supplémentaire à la communauté pour les aider à lancer des projets qui potentiellement peuvent être des nouvelles sources de revenus pour eux plus tard, un peu comme moi j'ai fait avec Snowball au début en fait, c'était ça l'idée. Et là ça y est, t'en finances? Là j'ai commencé, le premier c'était en juillet je crois, bon il y a eu la pause de l'été et là il va y avoir un second septembre. Donc à chaque fois les gens écrivent un peu quel est leur projet et ensuite je fais voter la communauté, donc je leur envoie un petit formulaire et chacun vote de 0 à 10 comment il trouve ce projet et celui qui gagne il est financé et l'idée c'est que ils partagent aussi avec la communauté comment eux construisent leurs produits. Tu vois, c'est aussi pour donner un peu des idées aux autres, de créer un peu de l'entraide entre la communauté. Donc c'est surtout pour ça que je l'ai fait. Donc c'était plus pour comment apporter encore plus de valeur à la commu. Et en effet, demain, ça peut être aussi un outil de recrutement. Mais c'était pas le but principal et j'y avais même pas pensé en fait. Quand on vote, on va sur un Typeform, on rentre ses coordonnées. Ouais, c'est ça. Mais les coordonnées, c'était pour les doublons de trucs. Allez, un dernier mot sur l'exécution. Quels sont les outils que tu utilises pour opérer Snowball? Alors, il y a Substack. Les principaux. Hein. Donc, Substack, évidemment, pour la plateforme qui permet d'envoyer des newsletters et de monétiser. J'utilise beaucoup tout ce qui est Google Sheets, etc. pour gérer les abonnés, etc. Notion pour un peu toute la partie knowledge base, centraliser toutes les infos pour Snowball. J'utilisais beaucoup simplement l'application Notes de Apple pour faire ma curation et noter un peu des idées. J'aime bien Notes. J'adore Notion, mais j'aime beaucoup Notes parce que c'est quasiment instantané, c'est dispo partout, sur ton Mac, sur ton téléphone, etc. En vocal même. En vocal, tu peux faire plein de choses. Franchement, c'est vachement amélioré l'app. Donc je dirais que c'est celle que j'utilise à 90% tous les jours, et les mails évidemment. Non, mais j'avais vu aussi que tu as passé un partenariat avec une startup indienne pour l'offre pour WhatsApp. Sur WhatsApp. Ouais, c'est ça. Là, c'est un outil, mais qui est un peu. Tu vois, aujourd'hui, ils sont encore en version bêta, ils n'ont même pas de site web, donc c'est vraiment encore du bricolage, parce que c'est ça le problème de WhatsApp, et je pense que pas grand monde vont dessus, c'est que c'est assez complexe pour automatiser l'envoi à plusieurs milliers de personnes. Tu peux faire des listes de diffusion avec 200 et quelques personnes max, mais tu vois, si tu as une newsletter tous les jours envoyée à 6000 personnes, tu dois automatiser un peu tout ça, et donc je passe par cette boîte qui s'appelle Dispatch, mais ils prennent pas de nouveaux clients, rien. D'accord. Un dernier mot quand même, important, à Vivatech vous avez annoncé, et puis donc il y a eu une annonce un peu plus publique, officielle tout récemment, un partenariat avec les Échos. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc tu vas avoir accès en fait aux différents services de la rédaction, le service vidéo, service, la rédaction, etc. Des Échos, c'est quoi l'idée? En fait, l'idée, c'est les Échos. En fait, le Parisien, le groupe Les Échos, le Parisien, c'est le même groupe. Mais du coup, l'année dernière, le Parisien avait lancé un accélérateur. Du coup, ils avaient intégré, je crois, 3-4 startups dans l'univers des médias. Alors, ça va de... Tu vois, cette année, on est 3. Donc, il y a Snowball, il y a Clip, qui est une boîte qui permet d'automatiser un peu la création de contenu vidéo. Ouais. Et la dernière, c'est Datagora, qui permet de créer un peu des visuels et de rendre l'information, la data beaucoup plus digeste. J'espère que j'ai pas mal résumé. Mais du coup, l'idée, c'est pour les Échos de savoir comment eux, ils peuvent se moderniser dans leur offre. Et pour les startups qui rejoignent ça, c'est comment ils peuvent apprendre d'un média qui a plus de 100 ans maintenant. Tu vois, moi par exemple, c'est clairement ce qui va m'intéresser, c'est aujourd'hui Snowball, je suis tout seul.
demain, il va y avoir plusieurs personnes, mais en fait, comment un média où il y a plusieurs journalistes, entre guillemets, s'organise, comment tu mutualises un peu les ressources et tout ça. Mais du coup, tu es observateur ou tu as accès à des ressources supplémentaires? Non, tu as accès à des ressources, on a des mentors, tu vois, on peut accéder à leur studio de podcast, donc on a vraiment accès un peu à leur infrastructure, pardon. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de savoir comment chacun on peut apprendre un peu de l'autre, sachant que voilà, il n'y a pas de participation au capital, tu vois, comme certains accélérateurs. Donc là, c'est vraiment pure entraide. Et voir aussi en termes de contenu, tu vois, ce qu'on peut faire ensemble. Si, tu vois, je peux pas intégrer, je sais pas, du contenu Snowball dans les échos et vice versa. Potentiellement des partenariats. Ouais, c'est ça. Ouais, ça va durer 9 mois, donc on va voir. 9 mois. Tu as aussi levé un peu d'argent auprès de ta communauté. C'est quoi l'objectif? Qu'est-ce que tu vas faire derrière et d'ailleurs, quel est le prochain canal que tu vas investir s'il y en a d'autres? Ou alors c'est peut-être tout simplement grossir, effectivement, avoir un peu plus de personnes qui t'aident à produire le contenu. Bah alors la communauté, la levée de fonds avec la communauté, l'objectif c'était, je génère déjà des revenus aujourd'hui. 1,5 million, hein, c'est ça? Ouais, un peu plus, 1,5 million, ça, on va résumer à ça. Et donc l'idée c'était de se dire, ok, aujourd'hui Snowball c'est une newsletter moi tout seul. Demain j'ai envie que Snowball soit plus un média avec plusieurs personnes, avec un peu plus de portée. Donc ça veut dire potentiellement aller recruter des nouveaux rédacteurs ou des journalistes, enfin je sais pas. Donc, faire grossir le média. Donc pour moi c'est la partie éducation de Snowball. Et après c'est aller sur d'autres, j'appelle ça des piliers. Et pour moi il y en a 3. Tu as la partie éducation aux médias, le pilier conseil. Donc tu vois les gens tu les éduques et tout, mais parfois ils ont besoin d'être un peu pris par la main. Donc ce côté conseil financier. Et le 3e c'est plus l'aspect produit pour investir. Donc je pense qu'à un moment, il va falloir qu'il y ait une décorrélation du média parce que il va y avoir des problèmes de conflit d'intérêts entre les différents trucs. Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de couvrir au max cette notion de gestion financière, donc de l'éducation jusqu'à je peux investir mon argent. Et donc ça, évidemment, ça nécessite de la tech, de recruter des gens, de la réglementation, donc qui sont pas gratuits. Et donc c'était ça l'idée. Donc c'était un peu d'accélérer sur la partie média. Donc ça va être un peu la priorité. Voir comment on peut faire augmenter les revenus pour justement financer les autres initiatives. Parce que j'ai pas forcément envie d'aller dans le chemin fonds d'investissement, lever beaucoup. J'aime bien ce côté indépendance. Et potentiellement de continuer à faire participer la communauté, ça peut être aussi intéressant. En plus, pour un média financier, enfin un produit financier, lever des fonds avec sa communauté, ça a clairement du sens. C'est dans le même univers. Donc voilà. Et donc là, je commence à recruter les premières personnes, monter une petite équipe, et voilà. Alors, on va parler des chiffres justement du succès. Donc, déjà le recrutement, donc on fait grossir l'équipe. L'idée, c'est d'être 3 rapidement, c'est ça? Ouais, 3. Ça dépend, tu vois. Il va y avoir là aujourd'hui, par exemple, le Daily Snow, je travaille avec 2 personnes pour le rédiger. Donc là, c'est plutôt des freelances, mais il va y avoir des gens en interne. Donc ça va être un peu un modèle hybride avec des freelances, mais aussi des gens en interne. Pareil pour la partie conseil, là on va lancer un petit prototype et du coup c'est travailler avec des conseillers indépendants. Donc je pense que d'ici la fin de l'année, si tout va bien, on 4-5 peut-être. Ouais. Ah oui, d'accord. Alors on l'a dit tout à l'heure, plus de 30 000 abonnés, 33 000 tu disais, plus de 4 000 abonnés payants. J'ai lu 250 000 euros de chiffre d'affaires, j'imagine c'est pour 2021, c'est ça? Ou c'est la projection de... C'est la projection à 1 an en fait. La projection à 1 an. C'est à chaque fois, ça évolue. Quoi. Sur 2022, tu veux dire? C'est à l'instant T, sur un an. Quoi. C'est sur un an. C'est ça. Donc là, on doit être à 255, un truc comme ça. Et ton objectif sur 2022, c'est... 2022, c'est dur à dire parce que si on pouvait être à 275, 280, ce serait bien. À 300, ce serait génial. Mais ça va demander des efforts d'acquisition parce qu'aujourd'hui, je ne fais pas vraiment d'acquisition ni payante, ni rien. C'est plus du bouche à oreille et un peu de communication sur les réseaux, mais rapidement. Donc, mais t'envisages d'en faire?
d'acquisition. Ouais, bah oui, c'est le but aussi de se dire, ok, comment on peut faire grandir la communauté via d'autres canaux que j'utilise pas. Donc, tu vois, même sur TikTok, des trucs comme ça, c'est un truc à faire, quoi. Voilà, j'allais te poser la question, c'est quel canal Ouais. tu utiliserais? Parce qu'effectivement, TikTok, c'est the place to be, par exemple, Ouais. pour les bitcoins, par exemple. Et, Ouais, vraiment, c'est sûr, pour la crypto, ouais. la crypto, ça cartonne sur qui? Ah oui, c'est. Non, bah oui, TikTok pour moi c'est un vrai. Enfin, ça fait 2 ans que je me dis que je dois le faire, mais tu vois, j'ai moins d'affinité avec la vidéo qu'avec l'écrit, donc c'est pour ça. Mais je vais le faire et ensuite c'est plus. Je pense que les parties vidéo au sens large, donc TikTok évidemment, Instagram parce que bah, du coup quand tu fais des TikTok tu peux faire des reels. Là, YouTube, ils sont en train de vachement pousser les shorts sur leur plateforme. Tout ça en organique. Ouais, T'envisages pas de passer en payant? Bah si, je pense que je vais tester parce que plus j'en parle et plus j'écoute et plus en fait je me rends compte que toutes les grosses newsletters ont vraiment boosté leur croissance grâce au payant. Les The Hustle aux États-Unis, Morning Brew, etc. Donc ça, ouais, faire ça et aussi essayer de développer la partie parrainage parce qu'aujourd'hui Substack te permet de faire un truc mais c'est pas terrible. Donc le fait de pouvoir parrainer des gens, t'as droit à des cadeaux, bah ça je le fais pas trop aujourd'hui et ça marche très bien. Morning Brew c'est un peu comme ça qu'ils ont vraiment grandi au début en tout cas et qui continuent d'ailleurs. Donc c'est un peu tout ça que je vais tester. Et, voilà. Et le payant tu le ferais sur quel canal? Bah, apparemment de ce que j'ai entendu c'est que les deux meilleurs à utiliser, c'est le classique Facebook, donc de faire parce que tu peux targeter très précisément, et les formats vidéo verticaux, donc sur TikTok ou sur Instagram, qui fonctionnent très bien apparemment en acquisition de newsletter. Surtout, j'écoutais un podcast hier d'un mec qui bossait chez The Hustle et qui a lancé sa boîte de consulting pour faire grandir les newsletters justement aux États-Unis. Bah, on voit à quel point le marché est différent parce que là-bas il y a même des boîtes qui aident des gens à faire grandir leur newsletter et il racontait justement que Oui, c'est très gros aux États-Unis. Ouais, c'est des newsletters à 200 000, 300 000, plusieurs millions d'abonnés. Et donc lui il disait que oui, le format testimonials d'une personne qui parle de ta newsletter en vidéo fonctionne vraiment cartonne, donc peut-être des trucs à tester de ce côté-là. Ouais. Donc ça t'a donné des idées. Ouais, ça m'a donné quelques idées, ouais, exactement. Et alors, on va venir, enfin, on va passer en fait à la question, en fait, justement aux questions sur ta routine éditoriale. Ouais. Donc, on arrive à la fin de ce podcast. D'abord, qu'est-ce que tu lis pour alimenter ta newsletter? Je lis beaucoup de newsletters. Voilà, les principaux. Si tu devais en retenir 3-4. Alors 3-4. Je lis les classiques plutôt anglo-saxons, donc Bloomberg, Financial Times, c'est un peu les deux gros anciens que je lis régulièrement. Et ensuite, c'est énormément de newsletters un peu indépendantes. Donc, il y a Morning Brew que je lis beaucoup, qui est cool pour la curation au niveau quotidien. The Hustle aussi, évidemment. Et plein de petites newsletters. Il y a The Daily Upside, qui est un peu une sorte de Morning Brew qui marche bien. Pour les gens qui sont intéressés dans tout ce qui tourne autour de la culture, des médias, des nouvelles façons de consommer l'information. Il y en a une que j'ai découvert il n'y a pas longtemps qui s'appelle The Future Party. C'est une grosse newsletter qui s'est lancée il y a quelques années, qui faisait des événements au début et qui s'est transformée en communauté autour d'une newsletter. Donc, elle est vraiment bien. Et donc, ouais, c'est un peu... Sur la culture des médias. Hein. Ouais, c'est quand la culture rencontre l'univers des médias, quoi. D'accord. C'est vraiment ces deux trucs-là. Donc, ouais, c'est ça. Et puis, et franchement, je crois que j'en dois en lire 30-40 par jour. Donc, il y a The News Item qui est super bien. Alors, justement, une deuxième question, mais qui est un peu plus ciblée. Et donc, tu es éditeur. Qu'est-ce que tu lis pour justement alimenter ta réflexion d'éditeur média? Ok. Justement, tu parlais par exemple du podcast ouais. Tout à l'heure. Je lis une autre newsletter. Alors, il y en a deux. Je me souviens plus. Je veux dire, à part Story Jungle, évidemment. Évidemment. The Media Operator. The Media Operator. Ouais, qui est vraiment super bien, qui parle vraiment de différents médias, mais plutôt orienté écrit, internet.
Et la deuxième, j'ai oublié le nom, mais qui est très bien, mais qui est plutôt orienté créateur économie. Donc ce côté d'être solo à écrire. J'ai oublié le nom, mais je pourrais te le redonner et tu pourras le mettre dans la description. Exactement. Parce qu'en plus, effectivement, ça intéresse beaucoup. Ouais, ces deux-là sont vraiment passionnantes. Il se passe beaucoup de choses dans l'économie de créateurs. Sur l'économie des créateurs, le patron de Patreon, Jack Conte, il est aussi il est vraiment passionnant. Sur Twitter, il est ou il alors, tu vas le trouver plutôt sur Instagram, plutôt sur Instagram et pas sur LinkedIn, très peu. Voilà, sur Instagram. Et puis sur Facebook. Quelle est ta routine? Alors, il y a beaucoup de lectures. En fait, c'est beaucoup de veille, ce boulot-là. Donc, je dirais que je passe bien 4 heures par jour à lire des articles, des newsletters, tout ça. Je dois avoir 3-4 heures de rédaction. Alors si je lis, parce que je rédige plutôt en fin de semaine, le week-end. Et le reste est beaucoup de community management, mais dans le sens où je réponds à des mails, beaucoup de mails, donc beaucoup de demandes entrantes. Depuis que je fais le sponsoring, il y a la relation commerciale avec les sponsors à gérer. Il y a les nouvelles offres que je vais lancer. Donc, tous les jours, je bosse sur ça. En fait, je jongle un peu en tout ça. Donc, j'ai pas forcément une routine. En fait, si j'ai 3 temps de veille, c'est matin, midi et soir. Parce que je suis beaucoup de contenu américain. Donc, le matin, c'est le truc de la veille. Midi, c'est le matin là-bas. Et le soir, c'est vers midi chez eux. Donc, il y a 3 salves. Et donc voilà, après c'est un peu, ça dépend des sujets sur le feu, quoi. Mais j'ai pas de routine hyper précise, quoi. Alors ma dernière question, qui tu nous conseillerais d'inviter pour le prochain numéro du podcast? Quelle est l'histoire éditoriale, le succès éditorial sur laquelle tu aimerais écouter l'histoire derrière? C'est vrai que sur un autre format, j'aime bien un peu bateau, mais le gros média que Hugo Décrypte il a construit, quoi. C'est assez un cas d'école de se dire ok, comment on peut partir de solo et de construire un truc énorme sans avoir des équipes gigantesques, mais en arriver à interviewer le président de la République, tu vois, c'est une belle success story. Donc j'aimerais bien avoir un peu les coulisses, le début, même si je pense qu'il y a déjà du contenu, mais ça pourrait être intéressant de voir un peu l'évolution jusqu'à aujourd'hui. Donc je dirais ça. Hugo Décrypte. Ouais. Et Yoann Lopez, merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Et puis à très bientôt pour un prochain numéro. À bientôt.